Lorsque l'on parle de TPM, on évoque souvent les 8 piliers qui sont 8 axes de développement. C'est ce que nous allons donc aborder. Les 8 piliers vont donc être une séquence de processus ou de points d'attention à développer tout au cours du développement de la TPM. Ces 8 piliers reposent sur un socle commun qui est les 5 S que vous connaissez déjà sûrement. Donc on va nommer ces 8 piliers. Il y a tout d'abord la maintenance autonome, l'amélioration locale, la maintenance planifiée, la maîtrise de la qualité, l'éducation et la formation, les services fonctionnels, l'environnement de travail et la gestion du développement. Donc bien sûr, selon les auteurs consultés, ces noms eux-mêmes peuvent connaître certaines variantes. Commençons par décrire le socle commun des 5 S. Donc les 5 S, en japonais, ce sont les initiales de Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, que l'on peut traduire en français aussi par 5 S. S'organiser, situer, scintiller, standardiser, soutenir. Et même en anglais, on n'est pas revenu à la prouesse de trouver une terminologie qui commence également par S. Donc série s'organiser va se traduire par sorting out, l'idée de tri, de faire du rangement, donc c'est une première chose. Le Seiton situé, c'est l'arrangement systématique, systematic arrangement. Seiso, scintiller, shine, speak and span. Donc là, on a même 2 S pour le prix d'un. Seiketsu, standardiser, standardization. Et soutenir, shitsuke, sustain ou self-discipline. Bon. En clair, la méthode des 5 S va procéder à une remise en ordre des ateliers avec une opération de nettoyage, de rangement où chaque objet va trouver une place bien précise et c'est ce qu'on appelle une action quick win, c'est-à-dire que bon, mettre en place le 5S, ça ne passe pas inaperçu et chacun ne peut nier le progrès réalisé et donc commencer toujours un changement par une politique quick action qui assure l'adhésion et la participation d'un ensemble de personnes, c'est toujours en tout cas une très bonne idée. C'est ce que l'on peut voir ici dans ces différents exemples où effectivement la propreté est déjà un premier mot d'ordre. Si l'on veut voir une fuite d'huile ou un problème, il faut tout d'abord qu'on puisse le voir dans un environnement qui lui est propre. Il n'y a évidemment aucun espoir de détecter une fuite d'huile dans un environnement aussi sale. Alors il faut bien avouer qu'à l'heure actuelle, en 2020, les entreprises ont fait de très nets progrès et que l'on ne voit pratiquement plus des sites aussi mal maintenus, mais ça a été une réalité et ça peut encore être une réalité dans certaines entreprises. Alors il faut éviter les 5 D à tout prix, qui sont l'introduction de délais, de défauts, de dissatisfaction des clients, de déclin de profit et de démoralisation des employés. Ça, c'est un peu la contraposée des 5 S. Donc, venons-en maintenant au cœur de la TPM avec le premier pilier qui est la maintenance autonome. Donc, Autonomous Maintenance. Qu'est-ce que la maintenance autonome? Bien, c'est permettre aux opérateurs de production de contribuer au rendement optimal de l'équipement et de pérenniser cette performance. Il faut donc que les opérateurs respectent les conditions opératoires, il faut qu'ils soient à un minimum formés pour contribuer à la détection des anomalies, des problèmes de vibration, d'échauffement, de fuite, de salissure, de desserrage, qui sont des problèmes
que l'on peut détecter facilement, l'apparition d'un jeu, et qu'il puisse verrouiller, en tout cas, les causes de la dégradation, comprendre, en tout cas, comment y remédier. Ce sont des opérations de maintenance dites de premier niveau, comme on l'a vu, et donc ces opérateurs de maintenance peuvent certainement agir au premier niveau. Il faut que les responsables de la production, que les opérateurs, soient également sensibles à la relation qui existe entre l'état de leur machine et la qualité. Donc, laissez avoir une implication des opérateurs de production pour les opérations de maintenance de premier niveau, des réglages simples prévus par le constructeur, sans qu'il n'y ait besoin de formation ou d'une instrumentation lourde. Donc, encore une fois, on récupère tout le bénéfice d'un 5S dès lors que la condition de propreté permet d'identifier plus facilement les problèmes qui peuvent apparaître. Donc, on doit détecter les anomalies. Il va falloir ces anomalies, il va falloir les rendre visibles à tout un chacun. Et donc, ce côté visuel de la TPM est assez important. On va ici avoir l'illustration sur le terrain d'une mise en place d'étiquettes. Chaque anomalie est relevée par les opérateurs. Alors ils peuvent mettre en fonction de leur origine des étiquettes de couleurs différentes, une bleue pour la production, une rouge pour la maintenance, une verte pour la sécurité. Pourquoi pas, comme ça on relève la nature des problèmes détectés et on va notifier sur cette étiquette l'équipement, la date, qui a trouvé cette anomalie, parce que peut-être qu'il y a lieu de donner une récompense, une prime à celui qui a décelé l'anomalie, qui en fait une brève description. Et puis traiter le par, c'est de manière à pouvoir laisser une trace. On s'attend à ce que cette étiquette soit relevée par une personne en charge de la maintenance et qu'un traitement y soit apporté. Donc, dès qu'une anomalie est détectée, l'opérateur remplit une étiquette qu'il déplace sur le tableau de zone et quelque part, il y a bien sûr l'étiquette d'origine qui reste sur l'équipement. Il y a comme ça une duplication d'informations qui est garantie. Il faut que sur l'équipement où l'anomalie est détectée, il y ait une trace. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Cette étiquette va persister comme étant une tare, quelque chose qu'il faut résoudre. Le problème est rendu apparent, et pour pouvoir le gérer, le centraliser, il est placé sur un tableau de zone, comme on peut le voir donc ici. Alors ensuite, le chef maintenance va collecter ces étiquettes, il va analyser ces étiquettes, élaborer un planning d'intervention. Éventuellement, il prendra des renseignements complémentaires auprès de l'opérateur et comment les étiquettes sont ensuite distribuées aux mécaniciens, électriciens qui vont être en charge de la réparation. Donc, la réparation est rapide, le talon de l'étiquette est stocké à un moment en bas du tableau, une copie peut être affichée pour informer les opérateurs si le temps est nécessaire, donc on peut avoir des traitements différents en fonction de la durée des opérations. Donc, la maintenance autonome, quelque chose qui voit le jour également, ce sont les checklists, les listes de vérification, où en début de chaque pause, les opérateurs de production doivent effectuer un certain nombre de constats. Et donc ils vont vérifier, par exemple, l'état des pressions, fuites, bouchons, tuyauterie, au début de ce qu'on a appelé chaque équipe, ce sont les pauses classiques de 8 heures, et à la fin de chaque pause, il y a des opérations de nettoyage et d'enregistrement à effectuer.
Donc c'est ce qu'on appelle des checklists. Donc quelques exemples de cartes aussi de nettoyage ou de lubrification où l'on va préciser des intervalles d'intervention et garder une traçabilité des opérations. C'est donc la maintenance autonome, c'est l'implication du personnel de production dans des opérations de maintenance de premier niveau. Deuxième point important, deuxième pilier, l'amélioration locale, Focused Improvement. Qu'est-ce que l'on entend par là? C'est la chasse aux pertes. Chasse aux pertes qui se traduisent par des pertes dues à l'équipement, des pertes qui sont dues à la main-d'œuvre, des pertes d'énergie, d'outillage ou de rendement de matière. Donc les pertes liées à l'équipement, ce sont effectivement les pannes, tout d'abord, les défaillances. Ça peut revêtir des aspects un peu plus pernicieux, moins apparents, comme un équipement qui ne fonctionne pas à sa cadence nominale, ou un équipement qui est sujet à des micro-arrêts. Des micro-coupures, quelques dixièmes, centièmes de seconde, où la machine bloque, elle ne devrait pas bloquer. Au fil des cycles, ça donne des temps relativement conséquents. Donc ces pannes, ces sous-vitesses, ces micro-arrêts, ce sont quelque part des défauts intrinsèques à l'équipement, mais il peut y avoir aussi des arrêts qui pénalisent la productivité parce que ce sont des arrêts programmés. Il y a tout d'abord tout ce qui est opération de nettoyage, de maintenance qu'il faut bien réaliser. Il y a tout ce qui est temps de réglage, d'outillage. Vous avez peut-être entendu parler des méthodes SMET qui visent à réduire justement les temps de réglage, lors des changements de fabrication en particulier. Donc des pertes dues à l'équipement. Il y a les pertes dues à la main-d'œuvre, les opérateurs peuvent être inoccupés. Il y a des déplacements, des manutentions inutiles, trop longues, les postes sont mal organisés, où il y a pénurie, défaut logistique, famine, comme on dit, les machines ne sont pas alimentées à une cadence suffisante. Donc, il y a des pertes qu'il va falloir cibler, et ça c'est le propre de la TPM, que de fournir des clés de lecture pour analyser ces pertes. C'est quelque part la grande contribution de Nakajima. Alors, ne soyez pas effrayés devant ce tableau, mais il a le mérite d'exister, et donc je vous invite à vous y référer si vous voulez mettre une TPM en place, de pouvoir quelque part faire la distinction entre les sources de pertes. Il faut voir cela comme étant une sorte d'aide-mémoire pour identifier les sources de pertes. Alors il y en a 16, structurées par rapport à des pertes de temps que l'on va décrire dans la suite. Il y a donc ce qui est propre à l'équipement et il y a ce qui est propre au travail en lui-même. Donc du côté droit, on va trouver ce qui est propre à l'équipement. Donc breakdown lost, c'est lorsqu'il y a effectivement une panne majeure, l'équipement ne fonctionne pas. On a une perte de temps lorsqu'il faut ajuster la machine, la régler, parce qu'on a décidé par exemple de changer de production, on doit changer la pince d'un robot, on doit changer un moule pour produire une pièce différente, et donc il y a tous ces temps d'ajustement qui grèvent le temps de production. Même chose pour tout ce qui est machine-outil, cutting tool, on doit remplacer des outils. On peut distinguer des temps de réglage proprement dit, de paramètres opérationnels, et des temps de changement d'outils. Il y a les temps de remise en fonctionnement de l'équipement, ça ce sont les start-up loss, et puis bien il y a d'autres pertes, les arrêts mineurs, les micro-arrêts, un temps pendant lequel il ne se passe rien, c'est idling loss,
et puis les pertes de cadence, speed loss, et aussi les pertes liées à des défauts de qualité. Finalement, quand on produit une pièce qui est d'une qualité insuffisante, eh bien, on a passé son temps pour rien. C'est quelque chose qui est complètement perdu. Alors, on voit qu'il y en a d'autres, hein, et selon les contextes, on peut perdre son temps pour faire du nettoyage, des vérifications, pour attendre des instructions qui ne viennent pas, on attend les matières premières, le personnel, etc. La huitième perte numérotée dans ce sens, ce sont les pertes de shutdown. Donc là, ce sont les gros entretiens et qui, quelque part, vont pénaliser les temps d'ouverture et les temps opérationnels. On voit que chacune de ces pertes réduit le temps productif. Alors il y a ensuite une énumération de facteurs qui sont eux liés à l'efficacité du travail à proprement parler. On va avoir tout ce qui est perte de management, parce que bon, le défaut de famine, les matériaux, les matières premières qui n'arrivent pas, ça n'est pas nécessairement lié à un problème technique, c'est peut-être parce que simplement on n'a pas produit la commande à temps. Donc c'est peut-être un problème d'organisation administrative. Il y a les pertes de mouvement, donc dans tout ce qui est approvisionnement logistique. Il y a logistic loss qui est également pris, et tout ce qui est donc perte dans une mauvaise organisation du travail, pourrait-on dire. Donc, voilà, on a différentes pertes qui grèvent l'efficacité du travail. On ajoute à cela les pertes liées à l'énergie, ainsi que les pertes liées aux consommables, et aussi les pertes de rendement. Hein, yield ici est à prendre dans le sens du rendement. Donc là, c'est par rapport à l'utilisation des ressources, quelque part, les consommations, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient liées aux matières premières ou aux consommables. Il peut y avoir là aussi des sources de pertes à traiter. Donc ça, c'est une figure assez synthétique qui permet quand même d'avoir un détail et peut-être de se poser les bonnes questions dans les sources de perte. Donc c'est un diagramme que vous pouvez vous approprier si vous-même faites l'analyse réflexive d'un des équipements dont vous avez la responsabilité. C'est quelque chose qui peut vous amener à un progrès. Ce diagramme d'ailleurs lui-même est tiré d'une conférence que Nagajika himself donne, principes et pratiques de la TPM, et que vous pouvez visualiser en ligne. Vous aurez droit ainsi à une deuxième présentation de la TPM en anglais, ou plus exactement en anglais traduit du japonais, qui peut être à certains moments assez savoureuse. Donc, on peut retrouver ces différentes pertes expliquées selon différents schémas et de voir aussi comment des moyens permettent de les éviter. Donc on trouve sur ce diagramme quelque part les moyens d'action pour éliminer ou réduire les pertes que je viens de décrire. Bon, donc on ne va pas nécessairement entrer ici dans le détail qui serait plus le propre d'un cours d'excellence opérationnelle et d'organisation des lignes de production. Je cite ce diagramme à nouveau synthétique qui permet de trouver certaines solutions. Donc les techniques SMET vont permettre de réduire les temps de montage, par exemple. Il y a toute une série de règles détaillées sur lesquelles on peut trouver assez facilement des renseignements. Réduire les pertes, tout cela, c'est bien beau.
un des principes de la qualité, c'est que pour améliorer un processus, il faut quelque part introduire un concept de mesure. Il faut des indicateurs qui permettent d'apprécier les progrès réalisés, qui permettent aussi de définir des objectifs à atteindre. Il faut introduire donc des indicateurs objectifs, vérifiables, des indicateurs SMART autant que possible, qui vont permettre en tout cas de se faire une idée des progrès et de la situation. Alors en matière de Total Productive Maintenance, on va parler de taux de rendement global, Overall Equipment Efficiency, OEE. Donc c'est un indicateur qui fait partie des indicateurs de performance clés, les fameux Key Performance Indicators, les KPI, comme aiment dire les managers anglo-saxons. Le taux de rendement global va être défini fondamentalement comme le produit de 3 facteurs. Ça, c'est quelque chose à retenir. Il y a quelque part, par rapport à l'année complète de 365 jours, il y a les temps d'ouverture. Donc, par exemple, si on doit faire face à une épidémie de coronavirus, eh bien là, il y a des facteurs externes qui vont réduire le temps d'ouverture de manière drastique. Et donc ça, quelque part, c'est quelque chose, B sur A, qu'on ne maîtrise pas toujours au niveau de l'entreprise, mais il y a là une perte, en tout cas déjà, de productivité. C'est un taux stratégique. Comme on n'a pas moyen d'action là-dessus, le taux de rendement global ne va pas nécessairement adresser ces facteurs externes. On va surtout se focaliser sur les facteurs qui vont suivre. Alors il y a des arrêts qui sont planifiés, parce que ce sont les temps où l'on met le système à l'arrêt, parce qu'on le veut. On veut mettre une ligne de production à l'arrêt, parce qu'on décide de la nettoyer, de la maintenir, de la vérifier. Donc là, ce sont les temps requis. On n'a pas nécessairement besoin de produire pendant toute la durée où l'usine est ouverte. On a finalement un temps requis qui est important. Alors si ces temps d'improductivité sont importants, c'est quand même au détriment de l'entreprise, bien sûr. Ces arrêts planifiés représentent également une perte. Il va se produire des pannes, des défaillances, des problèmes vont survenir, des grèves par exemple, des mouvements internes à l'entreprise. Ça, ce sont des arrêts non programmés qui vont réduire encore d'autant le temps requis, en un temps brut de fonctionnement. Donc, incidence des arrêts non programmés. Et donc, les arrêts planifiés, les arrêts non programmés, vont réduire le temps d'ouverture à un temps brut de fonctionnement. Et le rapport du temps brut de fonctionnement par rapport au temps d'ouverture, c'est ce que l'on va appeler le taux de disponibilité. Alors, il y a la cadence propre des machines qui peut être prise en compte. On ne produit pas nécessairement à la cadence maximale de l'outillage, et donc il va en résulter un taux net de fonctionnement, qui est parce qu'on va avoir un taux d'allure ou un taux de performance, comme on l'appelle, entre le temps brut de fonctionnement et le temps net de fonctionnement. On ne produira que 90 pièces à l'heure, là où on devait en produire 100. Et puis, at last but not least, il y a le temps utile, qui correspond en fait à la soustraction du temps que l'on a passé pour produire des pièces de mauvaise qualité. Donc, au terme de la production, on trouve les contrôles de conformité, et il se peut très bien que ces temps ne soient pas suffisants. Alors, le taux de rendement global sera le produit du taux de disponibilité, du taux d'allure et du taux de qualité. À retenir, disponibilité, allure, qualité, ce sont 3 sources de pertes assez importantes, et le fait de décomposer comme ça ce taux de rendement global en 3 facteurs identifiables permet tout d'abord de voir où il faut agir. Est-ce qu'il y a trop d'arrêts sur la ligne? Est-ce que c'est la cadence qui est insuffisante ou est-ce que j'ai un problème de qualité? C'est important de faire ressortir ces 3 indicateurs. Alors le taux de rendement économique, c'est le produit du taux de rendement global et du taux stratégique qui fait référence à ce temps d'ouverture. Donc
le taux de rendement économique sera sans doute plus faible en 2020 à cause du coronavirus qu'il ne l'a été en 2019. Alors, il y a aussi cette notion de taux de rendement synthétique qu'on confond ou qu'on assimile à tort ou à raison au temps de rendement global. Dans le monde industriel, on ne fait plus trop la différence parfois entre les définitions TRS, TRG, taux de rendement synthétique, taux de rendement global. Formellement, le taux de rendement synthétique, c'est ce qu'on va appeler la disponibilité opérationnelle, donc le ratio entre le temps brut de fonctionnement et le temps requis, fois le taux d'allure, fois le taux de qualité. Donc, quelque part, on ne pénalise pas dans le taux de rendement synthétique le temps que l'on passe par des arrêts qui sont planifiés et que l'on estime bénéfiques parce qu'ils sont volontairement consacrés à des opérations d'amélioration ou de remise en état. Bon. Donc, le taux de rendement global, c'est l'appellation la plus classique. Le taux de rendement synthétique fait appel ici à cette notion de disponibilité. Donc, il faut comprendre que toutes ces évaluations de temps peuvent être critiques. Est-ce qu'un temps pendant lequel un opérateur sort pour satisfaire un besoin pressant? Est-ce qu'une discussion entre deux opérateurs qui va générer sur un temps improductif? Est-ce qu'une panne d'éclairage momentanée qui interrompt la production est à mettre dans telle ou telle catégorie? On peut effectivement passer beaucoup de temps à mettre des temps improductifs dans une catégorie plutôt qu'une autre. Et il y a une profusion de nuances, de définitions dans les différents termes, les différents facteurs que l'on peut définir. L'automobile n'utilise pas nécessairement les mêmes définitions que l'Association française de normalisation, etc., etc. Donc, il y a en tout cas un grand souci de décomposition des temps, le temps total entre temps requis, temps non requis. Le temps requis, il y a le temps effectif de disponibilité, le temps d'incapacité, et il y a une décomposition des temps qui peut être donc faite de manière relativement détaillée, et qu'il est intéressant de faire à nouveau dans son propre contexte. Donc voilà quelques vues qui donnent des exemples de décomposition en temps. Il y a notamment tout ce qui est temps d'arrêt quand un équipement quitte son temps de disponibilité, son temps de bon fonctionnement. Il y a quelque part les temps d'arrêt propres, avec des temps d'entretien périodiques que l'on a appelés ici les temps d'entretien périodique, des temps de conduite, des temps de changement de fabrication, des temps de changement d'outils qui sont programmés. Donc ce sont des temps d'arrêt fonctionnels, ils sont quelque part provoqués, maîtrisés, et ils ne sont pas le fait d'une panne. Quand il y a une panne, il y a une intervention corrective qui doit se mettre en place. Alors dans ce temps de maintenance corrective, il y a un temps pour le diagnostic, il y a un temps de préparation du travail et de réparation à proprement parler, et puis il y a le temps de remise en service également. Alors il y a des temps annexes, l'approvisionnement de l'outillage, l'approvisionnement des temps des pièces de rechange qui peuvent évidemment être réalisés en parallèle. Alors il y a le temps de non-détection de panne, le temps que l'on a mis pour se rendre compte qu'il y avait une panne, ainsi que les temps d'arrêt en maintenance, si on doit attendre la maintenance. Donc, on voit à nouveau ici une décomposition très particulière de ces temps de maintenance. Les temps d'arrêt induit, ce sont les temps d'arrêt induits par des causes extérieures. Il y a une panne de courant, par exemple, ou les pièces qui alimentent le poste sont non conformes. Alors bon, il y a ensuite des temps non requis, soit parce qu'on ne produit pas, soit parce que
on procède à un revamping, une rénovation profonde de l'installation. Donc ça, c'est une vision qui est celle de l'automobile française, par exemple. Alors, je ne vais pas détailler, vous pouvez éventuellement le lire, mais il faut que vous soyez conscient de la diversité des appellations d'une entreprise à l'autre et de cette nécessité d'avoir quelque chose qui est défini. On retrouve évidemment le concept de disponibilité, la période pendant laquelle le système produit et pendant le temps sur lequel on estimait qu'il devait produire, avec des variantes entre disponibilité opérationnelle et moyenne, selon que l'on prenne ou non en compte les causes externes. Donc, il y a pas mal de variantes à nouveau. L'Euronorme 13306 distingue 11 types d'états possibles d'un système. On retient la vision binaire, il est up, il est down, il fonctionne, il ne fonctionne pas, il donne satisfaction, il ne donne pas satisfaction. Quand il est dans un état fonctionnel, quand il y a une absence de défaillance, mais soit de toute façon on ne l'utilise pas, on est dans un temps requis, c'est ce qu'on appelle l'idle state, oui, le moteur tourne mais on n'a pas besoin d'avancer. On peut être en état de stand-by, en état de production, d'opération, ou quelque chose dans un état empêché pour une cause externe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de panne à l'intérieur du système, mais il y a un facteur extérieur qui empêche de produire. Donc, on peut se trouver, lorsqu'on est empêché de produire, dans des catégories de temps requis ou de temps non requis. On retrouve à nouveau tous des cas de figure particuliers, et on peut recenser selon la conjonction de ces facteurs internes, externes, il faut produire, il ne faut pas produire, on trouve 11 configurations différentes pour clarifier la situation dans laquelle on se trouve. Est-ce que c'est un arrêt pour une cause planifiée ou non, pour une cause de maintenance préventive ou non? On peut aller dans le fond des choses et détailler le temps, hein, le cycle de vie de production d'un équipement peut ainsi être détaillé dans les détails, et ça peut avoir du sens de le faire, parce que dans la TPM, on veut aller à la chasse aux pertes, on ne veut pas laisser la moindre perte s'installer dans une de ces 11 rubriques. Comment suivre effectivement tous ces temps? On peut le faire à l'aide de fiches papier, c'est ce qu'on faisait il y a 20-30 ans. On comprend bien que de plus en plus, c'est au travers des automates programmables, donc des systèmes de supervision des lignes de production, que ces indicateurs peuvent être générés directement. Ici, on retrouve l'exemple d'une fiche, hein, où toutes les 10 minutes, on coche rapidement des causes de panne pour signifier qu'il y avait un arrêt de 10 minutes parce que l'on avait un manque de main-d'œuvre, par exemple, ou une micro-défaillance. Bon, le fait de le signifier directement en ligne par un opérateur rend bien sûr l'opérateur conscient des sources de gains que l'on peut obtenir. Donc, ce taux de rendement global fait généralement l'objet d'un suivi mensuel ou plus régulièrement maintenant hebdomadaire. Donc on se donne quand même un laps de temps suffisant que pour moyenner, et on observe dans toutes les réunions hebdomadaires de pilotage, eh bien, on commente l'évolution du taux de rendement global. Certains d'entre vous y sont sans doute confrontés. Donc les cartes espions sont des cartes que l'on adjoint aux automates programmables, précisément pour surveiller les temps improductifs et surtout les micro-arrêts qui peuvent se produire dans des conséquences de blocage pour des questions de temporisation, de mécanismes ou autres. Ces cartes espions permettent de les détecter. Voilà pour le deuxième pilier, l'amélioration globale, locale. Amélioration objective qui passe par la définition d'un taux de rendement global, l'Overall Equipment Effectiveness, ça c'est le deuxième pilier, c'est quelque chose de très spécifique. Pour les autres piliers,
on ne va pas trouver quelque chose de nécessairement aussi détaillé, on va retrouver des recettes beaucoup plus globales, sans doute moins caractéristiques de la TPM. Bon, donc la maintenance planifiée, par exemple, troisième pilier, diminuer la fréquence, la dispersion des pannes, mettre en place de la maintenance préventive, systématique, conditionnelle. Ça ne pose pas de problème particulier, c'est assez classique. La maîtrise de la qualité, c'est quelque part, effectivement, appliquer toutes les méthodologies de qualité, la recherche des causes, avec les diagrammes d'Ishikawa, l'arborescence des causes, avec les 5 M, améliorer donc la main-d'œuvre, les machines, les méthodes, les matériaux, le milieu, les méthodes de contrôle également, et dans la maîtrise de qualité, il y a le Statistical Process Control, il y a toutes ces méthodes quantitatives destinées à mesurer les évolutions, les écarts, les dérives d'un processus. Donc, Plan Do Check Act, évidemment, le Kaizen, principe de l'amélioration continue, vous l'avez déjà entendu dans chaque cours, c'est quelque chose évidemment qui est assez central également. Donc, on a vu en tout cas l'importance aussi d'avoir dans cette amélioration des indicateurs de performance qui soient intéressants et porteurs de sens. Il faut pouvoir les mesurer, ces indicateurs, pouvoir les comparer dans du benchmarking interne à la société ou vis-à-vis d'autres sociétés. Ces indicateurs permettent parfois d'effectuer un diagnostic des problèmes à l'échelle de l'entreprise. En tout cas, ils permettent aussi de partager des objectifs. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ces indicateurs permettent de communiquer des objectifs quantifiables. Ils permettent, par leur analyse, leur optimisation, de définir des plans d'amélioration. On va en suivre l'évolution au fil du temps. Et ils sont communiqués, ces indicateurs sont rendus visuels pour informer, motiver le personnel. Donc il y a une norme, l'Euronorme 15341, qui fixe des indicateurs standards dans le domaine économique, technique et organisationnel. Donc à nouveau, bon, vous pourrez consulter la norme. On va retrouver bien sûr la démarche propre à la gestion des indicateurs, la définition des objectifs, l'identification d'indicateurs pertinents. La norme en recense une cinquantaine, on ne doit pas tous les inclure au tableau de bord. Il faut à nouveau faire un choix de ce qui est pertinent par rapport à son contexte, vérifier que l'on peut collecter les mesures nécessaires à la définition de ces indicateurs, et puis on les collecte, on les regroupe dans des tableaux de bord, et on peut ensuite les comparer à des valeurs de référence. Donc, voilà quelques exemples de ce que donne la norme en termes d'indicateurs économiques. Le coût de la maintenance sur le coût de réinvestissement, par exemple, c'est l'indicateur E1. On peut trouver différents ratios qui sont des indicateurs de progrès généralement. Et la norme spécifie ce que l'on définit dans un coût total de maintenance. Mais on retrouve effectivement le salaire du personnel. Et tout essaie d'être détaillé pour que chacun puisse utiliser une base commune et permettre justement, favoriser la comparaison, le benchmarking entre sociétés différentes. Donc voilà le niveau de la norme, je pense que j'en ai mis une copie à disposition dans la documentation. Vous pouvez ainsi vous rendre compte par vous-même de ce qu'elle contient comme type d'information et vous y référer le cas échéant. Les autres piliers, nous allons les brosser encore plus rapidement que maîtrise de la qualité, l'éducation, la formation. Il faut prévoir des plans de formation au sein des entreprises, surtout parfois maintenant dans un objectif de certification des compétences des sous-traitants.
de plus en plus de personnes sont amenées à travailler dans l'entreprise, des personnes externes, il faut s'assurer qu'elles aient effectivement les compétences. Donc le marché de l'emploi étant de plus en plus mouvant, il faut s'assurer quand même que le personnel qui accède à des installations techniques, parfois dangereuses, est réellement qualifié pour le faire. Donc, on va retrouver généralement des exemples de validation des compétences pour réaliser certaines actions. Ça peut aller jusqu'à définir des plans de compétences. Les services fonctionnels, oui, l'administration doit être impliquée dans la TPM. Bon, c'est par la communication, par le partage des objectifs que l'on y arrive. On voit que certaines pertes peuvent être induites par des erreurs administratives. Alors il y a l'administration ambiante, qui est généralement perçue comme une perte de temps majoritaire, et effectivement, dans certaines structures, l'administration passe son temps presque à s'auto-justifier dans ses actions. Là, il est clair que la chasse aux pertes peut être déployée également au niveau de l'administration par un leader qui serait éclairé. Encore faut-il que ce ne soit pas un administratif qui soit à la tête de la société. Donc, on va retrouver cette volonté d'élargir les cercles d'influence de la TPM au sein de l'entreprise. Et donc, les niveaux hiérarchiques sont également enchaînés en cascade. Il faut désigner des responsables de la mise en œuvre de TPM à chaque niveau. C'est des choses que vous retrouverez également dans cette conférence fameuse de Nakajima qui est en ligne. Alors l'environnement de travail, c'est tout ce qui touche à la sécurité, à la santé, aux conditions de vie. À nouveau, en matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement, il faut tendre vers le zéro accident par une standardisation, une responsabilisation et des procédures de communication bien établies. Et donc, pour conclure ces 8 piliers de la TPM, maintenance autonome, amélioration locale, maintenance planifiée, ce sont quand même ces 3 premiers piliers qui constituent, je dirais, le cœur de la TPM, on l'a compris, la maîtrise de la qualité, éducation, formation, services fonctionnels, environnement de travail. Il reste la gestion du développement dans son ensemble. On va donc revenir dans le cycle de vie et peut-être avoir quelques considérations pour les phases de conception. Les contraintes de production et de maintenance peuvent être intégrées à cette phase de conception. Et donc, bon, il faut quelque part raccourcir le temps de cycle de vie des produits pour anticiper quelque part les anomalies qui peuvent survenir et ainsi réduire leur nombre en opération. Donc, voilà, c'est laisser quand même une place aussi dans la TPM pour les concepteurs. N'oublions pas que la performance industrielle est également liée à la bonne conception des équipements. Donc voilà pour l'aperçu général de ces 8 piliers. Je vous demande d'être particulièrement attentif donc aux 3 premiers. On va, dans la suite, illustrer le calcul de taux de rendement global sur base d'un exercice. Et ça conclura, je dirais, le chapitre TPM. Il y a quelques références à disposition.